Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. L'objectif de ce webinaire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on a appelé lyonnaise, mais qui est quand même aussi valable pour l'ensemble de la région, c'est effectivement de vous donner notre vision de l'évolution de notre secteur à 10 ans, même un peu moins. Et on va partager avec ça à la fois les risques et les opportunités qui existent sur ce secteur et les différents scénarios qu'on imagine déjà se profiler, et on partagera avec vous sur ce sujet. Alors, je vais commencer peut-être par le début, d'abord me présenter. Je suis Bastien Vialade, je suis CEO de Staffman. J'ai bientôt une vingtaine d'années d'expérience dans le monde des ESN. Je suis ingénieur de formation, développeur Java sur Toulouse. Historiquement, j'ai commencé ma carrière chez CS. J'ai passé après une bonne dizaine d'années chez Aztec, où j'étais notamment le patron de l'agence de Toulouse, puis du Sud-Ouest, qui comprenait Bordeaux et Montpellier en plus. Et j'ai passé ensuite 3 ans chez Alten, où j'étais directeur de département. Voilà, et puis depuis 3 ans, on s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec Joël et avec la création de Staffman. Voilà. Donc moi, c'est Joël Allot, je suis le cofondateur de Staffman. J'ai un parcours parallèle à Bastien, donc ingénieur de formation. J'ai rapidement évolué vers de la gestion de projet, de la direction de projet et du commerce. Et après, j'ai pris un rôle de direction technique où j'encadrais les avant-ventes d'un point de vue national, qui m'a permis de voir un peu toutes les belles régions de notre pays avec les différents grands comptes partout en France. Et on est parti donc dans cette aventure il y a maintenant bientôt 3 ans sur Staffman, où notre but c'était de créer une plateforme pour les ESN, et ça va aussi dans le sens de ce webinaire. C'est créer une communauté d'ESN, valoriser le savoir-faire des ESN. Donc voilà, c'est vraiment le but. Donc là, c'est un premier sujet qu'on aborde. On compte en faire plein d'autres. On a beaucoup d'idées. Donc, il ne faudra pas hésiter à revenir. Voilà, donc on remercie déjà tous les participants, tous les inscrits, les participants à cette session. Rapidement, Alésia, Absil, Atos, CGI, Titech, Keritech, LR Technologies, S2I, Sopra, SQLI et Viveris qui sont parmi nous. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à interagir. On y va. Hop. Bon, on va commencer par un petit jeu. Un petit icebreaker, comme on dit, pour voir ensemble notre connaissance un peu du secteur, et tout simplement, est-ce que vous êtes capable de citer les 15 premières ESN en France? Alors facile, hein, mais vous allez dire, mais c'est pas toujours évident. Alors on s'est mis quelques critères: chiffre d'affaires 2018, IT et ICT. On a regroupé les deux domaines. Attention à certains classements qui sont communiqués il n'y a pas si longtemps d'ailleurs sur LinkedIn, qui tiennent pas forcément compte notamment de l'ICT. Ouais. Donc voilà, lancez-vous sur le chat, mettez des noms, on va voir si vous arrivez. La dernière fois sur Lyon, il en manquait qu'un. Ouais, il en manquait qu'un. Donc on va voir si vous êtes aussi fort. Voilà, Capgemini numéro 1, ok. Bon, vous pouvez les faire dans l'ordre si vous y arrivez. C'est balèze. Ça sera rajouter un challenge, citer dans l'ordre. Atos numéro 2. Numéro 2, on avance bien. IBM numéro 4. Numéro 4, on a oublié le 3e. Sopra numéro 3. GFI, c'est ça que j'ai vu. Ouais. GFI, c'est le numéro 11. CGI numéro 8. Orange OBS. OBS, c'est tout à fait. Allez, on vous affiche les résultats. Donc, numéro 1, effectivement, Capgemini, Atos, Soprasteria, IBM, Accenture. On a Dell Technologies sur la partie donc service de Dell qui est importante. OBS, CGI, Alten, Altran. On n'a pas vu Altran. GFI, on a fait Econocom, DXC Technologies. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien DXC. Qui est pas encore, qui est une marque qui est pas très développée. Qui n'a pas encore
de notoriété surtout, voilà, qui est la fusion d'HPE et CSC il y a un peu plus d'un an. A4 Technologies, puis Neuron aussi, qui est dans ce top 15. Alors, voilà. Neuron qui est très implanté sur la région parisienne, un peu moins en région, un peu moins connu, mais qui fait quand même un joli chiffre d'affaires. Alors, on a voulu mettre en perspective ces entreprises dans ce top 15 français. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le chiffre d'affaires France de ces 15 plus grosses entreprises représente que 7% de leur part de marché. Donc, on a une vision des ESN qui est de se dire que le modèle est très franco-français, c'est un modèle économique franco-français, ce qui était vrai il y a quelques années. C'est devenu une légende urbaine, parce qu'aujourd'hui, ça c'est plus le cas. C'est un modèle qui s'est largement exporté d'abord en Europe, parce que l'ensemble de ces entreprises sont d'abord très présentes en Europe, Espagne, Allemagne, UK, mais dans le monde entier. Donc on est sur un modèle sur lequel les entreprises sont beaucoup moins dépendantes du marché français. On va zoomer sur le contexte de Rhône-Alpes. Donc là, on a un peu un nuage des acteurs. Alors, le slide n'a pas vocation d'être exhaustif. S'il en manque, n'hésitez pas dans le chat à le dire. Globalement, ce qu'il faut retenir, tous les gros acteurs sont présents. On a quand même un écosystème de SN qui est très développé, de petites SN locales, en raison d'une dynamique. On va le voir après dans les statistiques. Et juste pour vous donner en termes d'ordre d'idée, on dénombre en France près de 6000 ESN de plus de 10 ETP. Alors, on va vous donner quelques chiffres clés concernant la région. Alors, sur les chiffres clés, on va s'arrêter sur notamment le taux de féminisation, qui est de 27,2%. On est quand même dans un secteur très masculin, on le sait. Ça ne s'arrange pas particulièrement, malgré les efforts de communication qui sont faits sur la tech auprès des femmes. On s'aperçoit que toujours dans les formations, on a un taux dans les écoles d'ingénieurs, un taux de féminisation toujours très faible. Donc, il y a de nombreuses actions qui sont menées, mais on est encore très très loin d'arriver à résoudre ce casse-tête. Et c'est d'ailleurs certainement une des raisons qui crée une tension, une pénurie aussi sur ce. C'est une des solutions possibles. Et c'est peut-être aussi une des solutions, effectivement. Bon, la population est plutôt jeune, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Le CDI, on est à 93,2% de CDI, on est dans notre secteur, là où on est à 68% dans le reste de l'économie. Très très largement au-dessus par rapport aux autres secteurs. Donc voilà, on le sait, c'est le contrat roi dans notre secteur qui est lié à la pénurie et au fait aussi qu'on soit plutôt dans une population d'ingénieurs globalement. La rémunération moyenne sur Rhône-Alpes est de 43 kg. Là où l'ensemble de l'économie on est à 35K et 50K au niveau national. Alors, ça peut paraître un peu haut, 50 kg au niveau national, mais c'est une moyenne qui est liée au fait que finalement le marché parisien drive plus de la moitié de notre secteur, donc tire vers le haut les moyennes nationales. Il faut quand même mettre ça en balance avec les autres salaires moyens. Donc, sur la région parisienne, on est autour de 58K, je crois. Oui. Exactement. Mais si on prend plus proche de votre région, en Suisse, on est sur un salaire moyen de 100K euros. Donc, on est quand même au plus du double. Sur le même type de... Sur le même type de profil, enfin, sur en gros, la moyenne. Et aux États-Unis, la moyenne, toujours sur l'ensemble du territoire des États-Unis, donc on parle même pas. Tu ne parles même pas de la Silicon Valley. Là, on est plutôt entre 100 et 130. À mettre en balance avec le coût de la vie, ok, mais on est quand même sur des écarts assez importants. Les deux petites cartes de France que vous avez en dessous, il y a deux messages qui sont à vous faire passer là-dessus. Donc, ce que je vous disais en filigrane tout à l'heure, c'est que la région parisienne drive plus de la moitié de notre activité. On est toujours dans une économie très centralisée. La deuxième région la plus puissante sur notre secteur, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes.
qui en plus a la particularité, quand vous voyez sur la carte de droite, d'être parmi les régions les plus dynamiques, puisqu'on s'aperçoit que la province est beaucoup plus dynamique que la région parisienne en termes de croissance sur notre secteur. Elle est au-dessus de 4 points de croissance, là où la région parisienne n'y est plus. C'est un des changements qu'on a là sur ces dernières années. Ça fait 2-3 ans que cette métrique se répète. Alors, la région parisienne n'est plus parce que c'est saturé. C'est saturé. La région parisienne attire moins et il y a aussi, on s'aperçoit, des talents qui ont tendance à quitter la région parisienne. On en reparlera tout à l'heure. Dans ce point suivant, pour un peu se projeter dans le futur, on va voir un petit peu les enjeux que vont porter nos clients. Alors, on va d'ailleurs en parallèle vous lancer un sondage pour voir quelles sont, vous, les innovations qui soutiennent votre croissance. Ce schéma est intéressant parce qu'il représente un peu le passé avec tous les projets sur lesquels on a pu travailler. Le nombre de projets de portails web, de sites internet, d'applications mobiles. C'est vraiment ce qui a porté le business qui le porte encore, mais qui a été une grosse partie. Sur l'année 2018, il y a eu beaucoup d'activités sur la partie cybersécurité et RGPD, c'est les chiffres du Syntex et les communications. Et on voit que devant nous, il reste beaucoup de sujets qui vont continuer à porter cette croissance. Donc, on est sur 4% de croissance et tous les signaux portent à croire que ça va continuer pour encore au moins jusqu'à 2025. On a des sujets de fond comme la digitalisation de l'industrie qu'on connaît, qu'on commence à vivre dans certaines industries, mais on est, je dirais, au tout début encore de ces sujets, que ce soit par l'IoT, le machine learning, le big data. Et donc, il y a des économies entières qui sont en train de se construire. Tu parlais du cloud tout à l'heure. Il y a des entreprises comme des Devoteam et autres qui sont même quasiment exclusivement spécialisées dans ces sujets-là. Donc, on s'aperçoit que les transformations de fond, les technologies drivent les transformations des ESN. Donc le cloud, le big data, l'IoT, la cybersécurité. Hop, ça vote. Donc le cloud, le big data, l'IoT, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, deep learning, blockchain ou autre chose. Quels sont, d'après vous, effectivement, sur quoi vous misez, vous, dans vos entreprises ou vos entreprises, sur quoi misent-elles pour être des relais de croissance? Sur l'IA. Ok, donc, très intéressant. Donc, l'IA semble prendre pour l'instant la main. On vous laisse continuer à voter. On va continuer. Donc, toujours pour se projeter et pour un peu évaluer les différents scénarios du futur dans notre métier, on a évalué les risques actuels et leurs tendances dans le futur. Donc, dans le premier des risques, le plus évident, celui qui nous affecte au quotidien, il y a la problématique du recrutement et de la fidélisation des talents. Il manque 10 000 ingénieurs chaque année en France, et ça se cumule depuis 10 ans. Il en manque 100 000 au niveau de l'année, au niveau de l'Europe. Donc, c'est un vrai problème qui n'est pas que franco-français, qui est mondial. Et quand tu disais tout à l'heure que les salaires pouvaient être 2 fois plus élevés en Suisse qu'en France, c'est un peu compliqué aussi des fois les recrutements sur la région. Il y a ces problèmes d'attractivité de l'international, attractivité de nouveaux modes de travail, attractivité des startups. Staffman, quand on met une annonce, on a des réponses, on a le choix. C'est un luxe qu'on n'avait pas forcément avant quand on était patron de SN. C'était un peu plus compliqué. Un deuxième risque qu'on identifie, c'est ce qu'on a appelé l'accès de plus en plus difficile au marché de grands comptes. Alors effectivement, c'est vrai depuis de tout temps, mais ce qu'on s'aperçoit, que les très grandes industries ont toujours des politiques achats qui ont encore tendance à réduire et à serrer le nombre de fournisseurs. Je vais vous donner un exemple que je connais bien pour une entreprise toulousaine, mais qui finalement est internationale, c'est Airbus par exemple. On était sur des politiques de référencement où on allait avoir une vingtaine de fournisseurs, ce qui est déjà sur des thématiques à la taille d'Airbus qui est déjà hyper restreint, qui réduit encore aujourd'hui à 2-3 fournisseurs. Et les projets, les bundles, comme on dit, les paquets de
projets qui étaient sur de l'ordre de 20 à 50 personnes, ce qui étaient déjà des beaux projets. Aujourd'hui, on est passé à des modes de 200 à 400 personnes. Donc aujourd'hui, pour arriver à tenir ce type d'engagement, il faut avoir clairement les reins solides, il faut avoir un positionnement transnational, il faut avoir un positionnement multi-site, avoir des locaux, avoir des moyens de sécurité forts. Donc c'est compliqué quand on est une petite ESN locale et qu'on se lance d'aller attaquer ce genre de marché. Un autre risque important qu'on voit de plus en plus, c'est la commoditisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot assez dur à prononcer? C'est en fait la banalisation, c'est la perte de valeur. On va avoir une multiplication du nombre d'acteurs, du nombre d'ESN, et on va avoir une priorité, tout simplement, au prix bas, une priorité au premier répondant. C'est tout un marché de body shopping avec de la course au CV, où le client derrière ne va plus avoir de fidélisation auprès d'une entreprise. C'est l'effet inverse par rapport à un référencement, et va tout simplement prendre le premier CV qui tombe. Ensuite, on a les nouvelles formes de travail. On a rapidement parlé, les freelance. C'est une vraie tendance du marché qui attire de plus en plus de monde. Paris, des fois, nous donne une vision un peu avancée de certaines situations. La question du freelancing ne se pose même plus sur Paris et dans le standard des démarrages. Il y a d'autres particularités parisiennes dont on pourra vous parler qui sont aussi des tendances qui arrivent sur les régions. Dans les autres formes de travail, il y a aussi, on en parle de plus en plus, le remote, donc le travail à domicile, qui a des répercussions, qui n'est pas juste en fait quelque chose pour la qualité de vie, qui est aussi une vraie, quand on parlait de l'attraction de l'international, aujourd'hui on va avoir des sociétés internationales qui viennent chasser. En France, on l'a vu avec nos salaires, mine de rien, beaucoup plus bas, mais qui vont recruter des personnes en leur disant vous travaillez de chez vous, vous avez un séminaire tous les trimestres quelque part dans le monde, et qui arrivent avec un argument très fort qui est on vous recrute on recrute les meilleurs dans le monde, vous allez travailler avec les meilleurs dans le monde. Donc ça, moi, c'est quelque chose que aujourd'hui on voit encore, c'est vraiment un épiphénomène. Personnellement, j'ai dans mes anciennes équipes déjà quand même 4-5 personnes qui sont fait recruter par des grosses boîtes américaines, des Elasticsearch, des GitHub aussi, qui ont recruté. Alors eux, en plus, ils recrutent vraiment les bons. Donc c'est, je sais pas si vous avez vous ce genre de retour d'expérience. Et je pense qu'en plus là-dedans, par contre, il n'y a pas d'effet Paris région quoi. Vu des États-Unis, on est une seule. En région parisienne, 80% des entretiens qui se faisaient, dans 80% des cas, les ingénieurs en entretien demandaient si l'activité était possible partiellement au moins en remote. Donc c'est les entreprises qui auront cette capacité à prendre en compte ce type de paramètres forcément se recruteront mieux et s'en sortiront mieux que les autres. Après, on est dans une ESN, on sait très bien qu'on dépend énormément de nos clients. Et ensuite, un autre risque qu'on identifie, c'est les nouveaux acteurs dans le digital, l'économie collaborative, les différentes plateformes. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, les ESNI, c'est-à-dire les ESN qui ne vont pas recruter, ne vont faire travailler que des freelances, qui vont se mettre en intermédiaire commercial. Donc ça, il y en a une démultiplication assez énorme. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus après dans un autre slide. Alors ce que je vous propose, on met un sondage, toujours pareil dans l'onglet. Je vous l'envoie de suite. D'après vous, quel va être, je publie le sondage. Quel va être le risque le principal risque, que vous identifiez, qui peut affecter votre croissance dans les prochaines années? Est-ce que c'est le recrutement ou la capacité de fidéliser les meilleurs auprès de vous, l'accès aux rencontres, finalement ça peut être un frein business, la commoditisation, je me concentre, j'arrive jamais à le dire, COMMODITISATION,
SI, de cotisation, les nouvelles formes de travail comme le remote et notamment les recrutements internationaux, ou des nouveaux acteurs du digital qui arrivent sur le marché comme des plateformes. Vous pouvez voter dans l'onglet sondage, normalement tout est publié. Donc on vous laisse quelques secondes pour voter, et de la même façon on reviendra vers vous avec tous les résultats des sondages dans la restitution. Ok, on poursuit notre. Donc on poursuit avec justement ça y est, les différents scénarios. Donc par rapport au contexte de marché, par rapport aux différents risques, on a imaginé 3 types de scénarios pour 2025. Un qui va aller plus vers de la plateformisation, un qui va aller plus vers de la consolidation, et un autre vers les organisations apprenantes. Et une autre, la réponse D. Parce qu'on aime bien avoir une réponse D. C'est toujours important. La première, la plateformisation. La plateformisation, l'automatisation, c'est le développement de toutes ces plateformes qui vont essayer de disrupter le marché, qui vont essayer de justement un petit peu casser les codes. Alors, on a identifié plusieurs types de plateformes. Donc là, on nous a fait une liste. D'ailleurs, si vous avez connaissance, si vous voyez en face de vous des plateformes qu'on n'a pas listées, mettez-les. Hein. Il y en a beaucoup. On en a listé plus d'une centaine quand même. On s'est arrêté, donc on n'allait pas vous afficher sans nom. Il faut un petit peu, il y a différents types de plateformes. Il y a celles qui vont être en ESN bashing, c'est-à-dire elles se mettent en frontal face à nous, face au monde des ESN. Elles vont aller proposer des freelances directement aux clients finaux en prenant une marge plus ou moins réduite, entre 10 et 20 points à peu près. Oui, il y en a qui se sont construits autour de ça, je pense. Tout à fait, il y en a c'est des modèles qui marchent plutôt bien, hein, qui ont la cote, hein, des comètes, des crèmes de la crème, on fait des belles levées. Du freelance république, voilà. Tout à fait. Ensuite, on va avoir d'autres modèles, ça va être plutôt des ESN qui justement pensent que ce scénario va l'emporter et mettre quelques billes dedans. Donc, on va avoir des émanescences en fait d'ESN vers des plateformes, donc des XXE, donc XXE, je crois que c'est Inops derrière. Kicklox, je crois que c'est AK qui a mis des billes dedans. Donc voilà, des choses où en fait derrière quand on creuse, ce sont des ESN qui mettent dedans. Et ensuite, d'autres un peu plus alternatifs où on va avoir des Humancraft, des Little Big Connection qui vont prendre le modèle des ESN dans leur écosystème. Alors nous, pour être complètement transparent là-dedans, Staffman, on est une plateforme. Alors on se positionne un petit peu dedans, on n'est pas tout à fait dedans. Je vais me présenter. Hein. Oui, je vais vous parler de Staffman. On est une plateforme, on n'est pas une plateforme dans l'ESN bashing, au contraire, on est une plateforme des ESN pour les ESN. Pour les ESN, on s'inscrit dans une notion de staffing collaboratif. En fait, on est parti du constat que pour trouver un ingénieur dispo immédiatement, c'était pas simple. Les job boards faisaient plutôt bien leur travail à 3 mois, 6 mois, enfin, en général, et quand on y arrivait. Mais quand on avait des enjeux de staffing immédiat et que nos clients comptaient sur nous, c'était compliqué. Donc on s'est dit, pourquoi pas centraliser l'ensemble des des ressources disponibles, des ingénieurs disponibles, que ce soit des candidats, que ce soit des freelances, et puis aussi les intercontrats, puisque finalement, statistiquement, même s'il n'y a pas beaucoup d'intercontrats actuellement, il y en a toujours un peu, et ça peut être une solution pour quelqu'un d'autre. Donc on a créé Staffman il y a un peu plus de 3 ans, on a commencé notre développement en province, on s'est développé ensuite sur Paris, et aujourd'hui on a plus de 700 entreprises qui sont abonnées sur Staffman. On a je crois pour lundi, on doit avoir un peu plus de 3000 ingénieurs qui peuvent démarrer sur le projet, principalement sur les métiers de l'IT et de plus en plus, mais aussi vers des métiers de l'ICT qui sont beaucoup plus urgents. Voilà, on vous invite à aller sur staffman.fr pour nous découvrir un peu plus, bien sûr. N'hésitez pas. Donc, on va continuer sur l'autre scénario, la consolidation. Ça, je te laisse en parler, parce que je pense que c'était le principal. Ah oui, je suis pas investisseur, hein, donc tu connais les gros. Je connais les gros, je connais pas mal les gros, et c'est vrai que la consolidation, c'est quelque chose qui est, je vous parlais tout à l'heure
comment gérer une approche commerciale vis-à-vis du CAC 40, vis-à-vis des grands industriels mondiaux. Aujourd'hui, il faut avoir des tailles critiques. Et cette taille critique, elle augmente de mois en mois. Si on ne fait pas 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires quand on est une ESN, aujourd'hui, on ne peut plus attaquer ces grands acteurs. Donc, on a vu, je crois, juste avant l'été, avec par exemple le rachat d'Altran par Capgemini, il y a quelques temps Soprasteria, Atos Bull. Il y a des sujets de rapprochement qui font que mécaniquement, il y a un positionnement mondial qui n'est possible que par des fusions. Après, il y a d'autres types de consolidation qui se font, je dirais, un peu plus pour s'adapter à l'évolution du marché. Alors, j'allais justement parler effectivement d'Astec et Entitech. C'est intéressant parce qu'Astec et Entitech, qui sont de cousines, que je connais bien, qui vivaient chacune sur des mondes avec des spécialités, l'IT d'un côté, l'ICT plutôt de l'autre. Ben oui, la logique, le rapprochement est complètement naturel. J'aurais pu citer aussi Modis et Engineering, qui étaient aussi cousines dans le groupe Adecco, et il y en a d'autres. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une convergence des métiers de l'IT et de l'ICT pour attendre, qui correspond à une réalité technologique et qui est une attente de plus en plus forte des clients. Donc, cette rapprochement, cette fusion est complètement naturelle. Et donc, je pense que le groupe Robinson a bien fait. Si vous avez d'ailleurs s'il y a d'autres consolidations qu'on n'a pas citées, auxquelles vous pensez, il y a eu OBS, BD aussi, je crois. Ouais, par exemple, oui, il y en a un peu assez souvent, quand même. Alors après, il y a aussi je dirais les grosses ou les moyennes ESN, je prends des S2I, des OSI, etc., ont souvent des cibles sur des ESN plus locales, voire pure player sur un secteur. Ça peut être intéressant d'aller chercher une ESN qui fait entre 20 et 80 personnes pour attaquer de l'IoT, de la cybersécurité, du big data, etc. Donc, il y a ces consolidations qui sont par les technologies et par le chiffre d'affaires et par l'empreinte nationale et internationale. Le troisième scénario, alors qu'on a nommé organisation apprenante. Alors, organisation apprenante, on vous a mis on a beaucoup travaillé les slides, on vous a mis la citation de Wikipédia, l'explication de Wikipédia, mais qu'elle mérite d'être relativement claire. Une organisation apprenante, qu'est-ce que c'est pour faire simple? C'est une organisation qui reste en phase avec son écosystème. C'est-à-dire, c'est une ESN qui a appris que pour pouvoir répondre face aux problématiques des clients qui est de plus en plus global, qui est de plus en plus système, qu'il faut avoir un éventail de compétences de plus en plus large. Donc, elle va s'attacher à cartographier, à fidéliser des partenaires pour avoir un éventail de réponses à ses clients parfait et pour pouvoir les gérer. Donc là-dessus, elle a développé des méthodes, elle a développé son réseau. Donc on parle d'ESN étendu. On va parler de DRH, de direction des réseaux humains. C'est-à-dire que l'ESN va avoir déjà une cartographie parfaite des compétences internes et à jour, enfin, voilà. Mais elle va avoir aussi d'autres ESN qui vont collaborer avec eux, sur lesquels ils vont savoir quand est-ce compter sur eux. Avoir une spécificité métier, technologique, etc. C'est vraiment le contre-pied finalement à ce que je vous disais juste avant, à la consolidation des ESN, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on est vraiment obligé de se racheter tous les uns les autres? Est-ce que peut-être que c'est pas intéressant d'avoir chacun sa spécificité géographique, technologique, fonctionnelle et de créer cette synergie? Et avec un référencement aussi autour des différents freelance. On va avoir des communautés de freelance qui vont s'organiser dans même des ESN. Avec, en gros, on sait qu'on va avoir un UX designer compétent, on sait qu'on va avoir un architecte Java très bon, on a déjà négocié les prix, on sait travailler avec lui. Et on a même dans les sociétés des postes de Chief Freelance Officer, donc des gens qui vont animer ce réseau, des sortes de super managers qui vont gérer 200, 300 freelance. Donc ça, c'est un scénario que nous, on voit se développer. D'ailleurs,
chez certains de nos clients, hein, puisque Staffman va dans ce sens-là, hein, d'arriver à améliorer la collaboration entre les entreprises, mais aussi avec les freelances. Voilà. Non, mais je suis d'accord. On va peut-être vous repasser la main pour avoir votre vision par rapport à ces 3 scénarios qu'on vient de vous introduire. Ou le 4e, hein, si vous pensez que ce ne sera pas du tout ça, c'est la réponse D. La réponse D. Donc, je vous rappelle, première possibilité, plateformisation. On rentre dans un monde où l'ESN est complètement digitalisé et finalement les plateformes prennent le relais de l'activité d'aujourd'hui. B, consolidation, on va avoir les gros, les plus riches qui vont continuer à absorber des un peu moins riches avec un peu plus avec une stratégie de consolidation. C'est l'organisation apprenante que vient de vous présenter Joël. Effectivement, il y a de la place pour tout le monde, mais avec une organisation dynamique à géométrie variable en fonction des contextes. Ou D. La réponse D. Voilà, on vous laisse voter quelques secondes. Voilà, on voit que l'organisation apprenante en train de prendre le relais. Alors, nous aussi, c'est un peu, je pense, C'est un peu notre vision du futur, pour des raisons qu'on a commencé à vous dire, mais aussi, alors certes, on a des consolidations avec des rachats au niveau des gros, mais on a aussi quand même, je rappelle, on l'a dit dans les métriques 6000 ESN de plus de 10 ETP, on a aussi beaucoup de créations chaque année de petites sociétés, c'est-à-dire des gens justement qui sortent de ces grands groupes pour aller faire d'autres choses, pour aller améliorer les méthodes, se rapprocher du candidat, se rapprocher du salarié, faire des choses beaucoup plus humaines. Et ces petites sociétés ont la capacité de recruter, ont la capacité de séduire, ce qui est une des difficultés des grands groupes. Voilà, on a fait le tour des principaux éléments. On va juste vous donner quelques informations supplémentaires. Donc c'est un premier thème. On l'a fait dans plusieurs villes, 2 fois à Lyon d'ailleurs. On l'a fait à Paris, on l'a fait à Bordeaux, à Toulouse, etc. On le fait à Rennes bientôt. Et on a d'autres thèmes qui vont arriver. Je te laisse en parler. Alors, on a le social staffing, c'est-à-dire comment recruter autrement. En utilisant les réseaux sociaux. Mais en utilisant aussi d'autres méthodes pour attirer les candidats. Ouais, c'est une façon. On est venu. C'est un thème qu'on a déjà présenté dans d'autres contextes, qui était venu sur le fait que on trouvait ça un peu épuisant de la façon des fois un peu agressive dont les réseaux étaient utilisés pour recruter. On a décidé de tester des méthodes qu'on appelle qui viennent du marketing, la partie inbound marketing, pour le recrutement, et on s'aperçoit qu'on gagne en efficacité et en qualité dans le recrutement. Donc on aimerait bien vous en parler si ça vous intéresse. On vous mettra l'invitation en lien. Voilà. Ensuite, d'autres sujets autour de la génération de leads en ESN. Comment faire moins de call à froid, comment être beaucoup plus percutant et chauffer ses prospects pour avoir beaucoup plus de résultats. Voilà, on a pas mal de sujets comme ça qu'on a en moitié préparés, qu'il faut qu'on consolide et qu'il faut qu'on arrive à mettre sur un format webinaire qui tient une grosse demi-heure, une grosse demi-heure maximum pour permettre aux gens d'apprécier le sujet, mais en même temps de pouvoir manger. Voilà. Donc on est à la fin de cette présentation. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore quelques messages dans le chat, on continuera à y répondre juste après. On va vous envoyer les supports de présentation aussi en suivant. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, qu'on vous a donné une vision de comment le marché peut évoluer. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact directement avec nous aussi sur les réseaux pour développer, continuer à échanger sur ce sujet et sur d'autres, et bien sûr parler de Staffman, parce que si vous avez aussi des enjeux de staffing, je suis sûr qu'on peut vous aider. Tout à fait. Merci beaucoup à tous
Et on vous souhaite bon appétit. Et voilà. Il est l'heure d'aller manger le sandwich. À bientôt. Bientôt. Merci.